Atteintes aux libertés, propagande sanitaire, grand déclassement, élite méprisante, mensonge, stop. TVL est devenu l'outil de la rébellion massive à cet embrigadement idéologique du peuple français mené prioritairement par les médias mainstream. En désobéissant aux ordres et aux interdits de la pensée unique, TVL a remporté en 2022 son pari de l'influence, mais aussi de l'audience. Cet esprit de dissidence face aux dérives du pouvoir et du système doit s'amplifier encore et encore, vite, très vite, pour atteindre cet objectif. Donnez-nous les moyens de faire connaître la télévision alternative, faire connaître TV Liberté à tous les Français, dans chaque province, région, ville ou village, partout. Aidez-nous à briser la chape de plomb, à faire partager au plus grand nombre le pluralisme des opinions, le débat, la confrontation des idées, la liberté d'expression, la liberté. Mettons toutes nos forces pour que tous les Français retrouvent l'espoir, l'audace, l'esprit de résistance avec TVL. Donnez à TVL pour assurer vos idées en 2023. TVL, la rébellion au quotidien. C'est donc décidé. Carlos Bilongo a été victime d'un acte raciste de la part du député Fournas du Rassemblement national, puisque ce député a dit haut et fort que les clandestins arrivant chez nous devaient retourner chez eux. Carlos Bilongo a pris cette phrase comme une attaque personnelle, le député Fournas voulant certainement dire de façon subliminale qu'il demandait en fait que ce soit Carlos Bilongo qui rentre en Afrique. Et bien évidemment, Carlos Bilongo a reçu un soutien unanime de la caste politico-médiatique, le malheureux Fournas étant quant à lui voué aux flammes de l'enfer. Et puis, comme souvent, un petit caillou est venu gripper la mécanique parfaitement huilée du système. Ce petit caillou est venu de Sarcelles, où des recherches ont révélé qu'en 2014, le merveilleux Carlos, le délicieux Carlos, l'on pourrait presque dire, si l'on en croit le système, Saint Carlos. Ce cher Carlos donc s'est révélé être copain comme cochon halal du très musulman organisateur d'une manifestation palestinienne à Sarcelles en juillet 2014. Que s'est-il donc passé au cours de cette manifestation palestinienne à Sarcelles en juillet 2014 avec un Carlos Bilongo qui copinait juste grave avec l'organisateur de cette manifestation? Eh bien, les manifestants ont tenté de s'en prendre à la synagogue de Sarcelles et en ont été empêchés par les CRS. Et ces bien sympathiques manifestants criaient à tue-tête « mort aux Juifs ». Bah oui, quoi. Et puis, ne pouvant s'attaquer à la synagogue, ils ont envahi le centre commercial de Sarcelles et ont saccagé tous les magasins détenus par les Juifs. Rien que ça. Bah oui, quoi. Et tout ça avec l'accompagnement de Saint Carlos Bilongo, devenu désormais l'idole du système politico-médiatique. Dans la nuit du 9 au 10 novembre 1938, la trop célèbre Nuit de cristal allemande, celle-ci a consisté à ce que des foules déchaînées attaquent synagogues et magasins juifs. Les destructions furent considérables, comme le nombre de morts ou de blessés juifs. En juillet 2014, avec la bénédiction de Carlos Bilongo, Sarcelles a connu une sorte de nuit de cristal à toute petite échelle. Dans ces conditions, et bien que le député Fournas n'y ait absolument pas pensé, chacun est en droit de se demander s'il ne serait pas préférable que Saint Carlos Bilongo exerce ses talents missionnaires ailleurs qu'en France, car pour le moment, nous avons encore la liberté de penser. Je vous souhaite une très bonne soirée.
Nous le savons depuis longtemps, le parti républicain ne sait plus où il habite. Macroniste un jour, anti-macroniste en même temps, anti-Rassemblement national, anti-Zemmour, finalement un peu anti-tout, mais en même temps un peu pour tout. En bref, comme disait ce bon vieux Pépin, ce parti est aussi lisible et compréhensible que les lettres mystérieuses gravées sur la roche de Maloussac par l'homme de Cro-Magnon. Dans le genre « je ne sais plus où j'habite et je suis en complète déshérence », le maire républicain de la petite ville de Montargis dans le Loiret a refusé la présence d'un député du Rassemblement national pour la commémoration du 11 novembre. Ainsi, ce maire républicain s'est hissé tout seul comme un grand au niveau du Conseil d'État, du Conseil constitutionnel, de la Cour européenne de justice, de la Cour européenne des droits de l'homme. Tout cela réuni en décidant au nom de tous ces organismes qui a le droit de commémorer le 11 novembre et qui n'en a pas le droit. Et lui, petit maire républicain de la petite ville de Montargis dans le Loiret, a décidé qu'il avait le droit de considérer pour nul et non avenu l'élection d'un député appartenant à un parti que lui, petit maire républicain de la petite ville de Montargis, n'aimait pas. En l'occurrence, le parti que le petit maire républicain de la petite ville de Montargis n'aime pas a tout de même récolté presque 50% des voix au deuxième tour de la présidentielle du printemps dernier. Donc, pour le petit maire républicain de la petite ville de Montargis, la presque moitié des électeurs du printemps dernier n'est pas fréquentable et ne représente rien. Bigre de bougre, motetung en chinois, Rimsky-Korsakov en russe. Pour reprendre l'expression de ma chère tante Gertrude, ma conseillère politique préférée, pour en arriver à un tel niveau de stupidité abyssale, il faut vraiment se donner du mal. C'en est presque un exploit. Cela mérite presque une médaille d'or. Et cette stupidité est d'autant plus stratosphérique que ce petit maire républicain de la petite ville de Montargis dans le Loiret aurait probablement accueilli avec des frétillements de joie n'importe quel député d'extrême gauche et même Sandrine Le Roussi, mon amour de toujours. Car pour lui, tout est possible, tout est permis, tout est fréquentable, du macronisme à l'extrême gauche. Cette triste anecdote montre à l'évidence que le Parti Les Républicains n'a vraiment plus sa place dans le jeu politique français, que sa partie gauche rejoigne définitivement les macronistes, que sa partie droite rejoigne définitivement les souverainistes et qu'on l'enterre avec une belle messe de requiem célébrée en latin par le pape François en personne. Je vous souhaite une très bonne soirée. Olivier Véreux, ancien ministre de la Santé, désormais porte-parole du gouvernement, vient de causer dans le Poste à propos d'un de ses potes. Ce pote à lui, c'est un restaurateur de Grenoble. Et manifestement, c'est un super pote à Véreux, puisque Véreux nous raconte que ce super pote n'a pas hésité à embaucher un Africain sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Tiens, les OQTF, ça nous rappelle quelque chose, non? Reprenons les choses dans l'ordre, s'il vous plaît, et essayons d'y voir clair, s'il vous plaît. Premier point. Nous sommes théoriquement dans un état de droit, et dans un état de droit, en bonne logique, le droit doit être respecté. Deuxième point. Puisque nous sommes théoriquement dans un état de droit, et donc que le droit doit être respecté, puisque le droit interdit d'embaucher un immigré clandestin, les employeurs ne doivent pas embaucher d'immigrés clandestins. Ça va, vous suivez, je peux continuer? Bon, je continue. Troisième point. Dans notre état de droit, un immigré clandestin sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français doit tout simplement quitter le territoire français. Ça va toujours? Oui, c'est un peu compliqué, je l'avoue, mais essayez de suivre quand même, faites un effort, quoi. Quatrième point. Chacun d'entre nous doit théoriquement se conformer au droit. Et un ministre ne peut que nous rappeler que le droit,
doit être pratiqué et le droit doit être appliqué. C'est du bon sens que même un petit garçon de 3 ans et demi comprendrait avant de démarrer une bagarre virile avec ses copains de maternelle sous l'œil amusé des petites filles jouant avec leurs poupées habillées en délicieuses petites princesses. 5e point. S'il est demandé à un ministre sa position relative au non-respect du droit, le ministre en question ne peut que répondre qu'il prend évidemment toute disposition pour faire respecter le droit. Dans un état de droit, ces 5 points sont une évidence, mais nous sommes en France, dont l'État n'est plus un État de droit, mais est un État sauvage. En France, le droit ne s'applique que pour ceux qui respectent le droit, et le non-droit est la règle de base pour tous ceux qui bafouent le droit. Dans le cadre de cette affaire du pot-au véreux, le fameux restaurateur de Grenoble, nous sommes dans l'état sauvage dans toute sa splendeur. Le pot-à-véreux embauche illégalement un clandestin sous le coup d'une obligation de quitter le territoire et le ministre véreux. Qui fait quoi le ministre? Il donne sa bénédiction à cette embauche illégale, évidemment. Nous nageons dans l'état sauvage à l'état pur. Au même moment, son collègue d'Armarien tend son menton façon Mussolini en indiquant que les obligations de quitter le territoire doivent impérativement être exécutées. Patatras plif plouf, décidément, l'État sauvage a encore de beaux jours devant lui, jusqu'à ce que les Français se révoltent peut-être sauvagement d'ailleurs, qui sait. Je vous souhaite une très bonne soirée. Les muscles se gonflent, les mentons deviennent volontaires, le langage se fait impérieux, la gestuelle souligne la puissance. Nos gouvernants le disent et le redisent, nous allons réindustrialiser la France, vous allez voir ce que vous allez voir, ça va être grandiose. Ah bon? La preuve par l'Ifré. Dans ce bon département d'Ille-et-Vilaine, le 35 pour ceux qui ne le seraient pas encore, un très beau groupe agroalimentaire, le groupe Leduf, avait pris la décision, il y a 3 ans, de construire à Liffré une belle usine permettant la fabrication des délicieuses petites viennoiseries et autres pains gourmands que nous dévorons avec délice tout au long de la semaine. Et le groupe Leduf avait décidé de ne pas y aller de main morte. Un investissement de 250 millions d'euros et à la clé l'embauche de 500 personnes pour faire tourner l'usine. En clair, un véritable bonheur pour les habitants de ce bon département d'Ille-et-Vilaine. Merci et chapeau les amis Leduf. Mais c'était sans compter sur les écolos, qui sont à la réindustrialisation de la France ce que la marmelade de rat d'Hidalgo Gogolito est à la grande cuisine. Les écolos ont donc décidé, croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer. Nous, les écolos, nous allons consciencieusement faire capoter ce superbe projet qui devait irriguer l'industrie locale à hauteur de 250 millions d'euros pour construire l'usine et qui devait permettre la création de 500 emplois, ce qui n'était pas inutile dans la période actuelle. Non, mais des fois quand même, nous, les écolos, on fait la loi, point barre. Les dirigeants du groupe, devant ce blocage d'une rare stupidité, ne peuvent sans doute qu'envisager de franchir les frontières pour aller trouver un pays d'accueil sans écolo, leur permettant de mener à bien leur superbe projet de développement. Finalement, il se confirme que la capacité de nuisance des écolos prend des proportions extraordinaires, puisque ce sont bien les écolos qui ont le plus et le mieux contribué à démolir notre exceptionnelle industrie nucléaire, qui nous avait permis de bénéficier de l'électricité la moins chère d'Europe, et qui ont le plus et le mieux contribué au développement des éoliennes, qui nous ruinent et ne servent à rien. Tout récemment, il a suffi de quelques excités pour bloquer de grands axes de circulation au début du mois de novembre, ce qui a généré une petite panique chez les automobilistes. Et il a suffi de quelques excités pour s'attaquer dans de grands musées à des toiles de grands peintres, ce qui a généré une grande panique dans tous les musées du monde.
Il faudra bien qu'un jour, ce cirque pseudo-écologique qui gangrène tous les partis politiques, des républicains jusqu'à l'extrême gauche, s'arrête pour de bon. Il y va de notre survie. Je vous souhaite une bonne soirée. Je dois dire que j'ai beaucoup aimé la pièce de théâtre que je viens de voir intitulée « Moi, Moussa Darmarien ». L'acteur qui joue Moussa Darmarien est vraiment génial. Il joue à la perfection le rôle du politicien de pacotille qui tente d'imiter Mussolini par des coups de menton répétitifs, par des poussées de muscles à faire éclater les vêtements, par une petite voix ridicule à faire pleurer de rire les spectateurs enchantés. Tout au long du premier acte, Moussa Darmarien explique haut et fort que l'on va voir ce que l'on va voir, que la lutte contre l'immigration clandestine va devenir la priorité des priorités et que les clandestins soumis à une obligation de quitter le territoire français vont être expulsés manu militari. On va voir ce qu'on va voir, ça va chauffer sec, on ne va plus rigoler du tout dans les chaumières. Je l'avoue, ce premier acte m'a fait hurler de rire et je pense vraiment que dans le genre comique, Moussa Darmarien est au sommet, écrase tout le monde, s'avère être un bouffon comme on n'en fait plus. Pendant le second acte, sous-titré « L'océan viking guide nos pas », j'ai tellement pleuré de rire que j'ai perdu toute l'eau de mon corps et qu'il a fallu me réhydrater aux urgences d'un hôpital parisien après 82 heures d'attente, bien sûr, et un vigoureux bouche-à-bouche réparateur. Je vous résume brièvement cet acte 2. Cette fois-ci, Moussa Darmarien explique exactement l'inverse que dans l'acte 1. Il n'est plus un Mussolini de pacotille, mais d'une sorte de Mère Teresa. Nous devons accueillir tout le monde, plus belle la vie, et que ceux qui pensent le contraire aillent griller dans le feu de l'enfer. Un des moments les plus drôles de la pièce concerne un dialogue entre Moussa et l'un de ses conseillers. Le conseiller lui dit « Moussa, tu as dit qu'il fallait combattre l'immigration clandestine et renvoyer immédiatement les clandestins soumis à une obligation de quitter le territoire français. Et là, tu accueilles des clandestins, beaucoup d'entre eux seront soumis à une obligation de quitter le territoire français, mais ils resteront tous en France. Tout cela est contradictoire, non ? » Et la réponse de Darmarien est à hurler de rire. « Tu n'as rien compris, gros crétin. Les 230 que nous accueillons, ils ne sont plus clandestins, puisque je vais les accueillir moi-même et leur faire des gros poutous partout. Et donc, aucune obligation de quitter le territoire pour eux, puisqu'ils ne sont plus clandestins. Et ce raisonnement, gros crétin, il faut l'appliquer à tous les clandestins, mais sans le dire, gros crétin. Comme ça, on va avoir plein de clandestins qui ne sont plus clandestins. Tu piges ? » Et là, ça devient vraiment hilarant. Le gros crétin, qui n'a pas aimé être traité de gros crétin, se précipite sur Darmarien et tente de l'étrangler. Paniqué, Moussa appelle la police sur son portable et tombe sur un disque qui répète inlassablement « Vous avez demandé la police, nos bureaux sont fermés, merci de rappeler la semaine prochaine ». Vraiment, chers amis téléspectateurs, cette pièce en vaut la peine et elle est facile à voir. Darmarien la joue tous les jours. Je vous souhaite une très bonne soirée.